Alors, je vais te dire un truc, le coup du dopage, les primes de match, tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des rumeurs. Mais enfin, du dopage, il y en a partout. Hein. Les premiers qui critiquent, c'est un peu comme ceux qui interdisent de fumer quand ils sont dans leur bureau ministériel. Ils décident d'interdire la cigarette dans les restaurants et tout. Et puis en sortant, ils se fument un bon cigare alors qu'ils arrêtent de nous gonfler. Et là, c'est pareil pour le dopage. Les mecs qui dénoncent le dopage, j'aimerais bien savoir ce qu'ils boivent, ce qu'ils fument et tout. Alors qu'on arrête. Du dopage, il y en a eu partout, dans tous les sports. Il y en aura toujours, il y en a toujours eu et il y en aura encore. Voilà. Maintenant, la question de choisir ces matchs, oui. Il y en a que selon le match, ils se lèvent le cul, comme peut-être ils ne se lèvent pas le cul parce que, bon, mais ils se font plus mal à eux. Je prends le cas de Balotelli qui vient d'arriver à l'OM. Il a un âge où il a intérêt à faire attention. Les 3 premiers mois à Nice, il a été inefficace, il n'a pas mis un but. Il vient chez nous. Il a intérêt à marquer, parce qu'à la fin de la saison, il n'aura plus de contrat, mais de personne. Parce que s'il n'a pas marqué à Nice, s'il ne marque pas chez nous, qui sait qui va prendre Balotelli? La preuve, il est parti de Nice, il est venu à Marseille. Je n'ai pas vu la Juventus, l'Arsenal, le Real Madrid, Barcelone se battre pour prendre Balotelli. Parce qu'il est inefficace. Donc, tu choisis tes matchs, je veux bien, mais si tu choisis tes matchs, tu te fais plus du mal qu'autre chose. Alors ça, s'il y en a qui le font, c'est que c'est des gros cons, ils n'ont pas la place dans le sport professionnel. Voilà, c'est des gros cons pour moi. Tu choisis ton match en vertu de quoi? Ah, c'est une petite équipe, je m'en fous, elle est pas télévisée, le match n'est pas télévisé, je m'en fous. Non, tu te fais plus de mal qu'autre chose. Le pire, c'est que si tu te faisais du mal qu'à toi, ça s'en fout. Mais tu nous fais du mal à nous, les supporters, parce que nous, on paye les abonnements. Il y en a qui font des sacrifices. Moi, quand j'avais le bar, j'avais un bus qui venait de Mons en Belgique. Les supporters, les Yankees de Belgique, de Mons, avec mon ami Conrad à la tête de ce truc. Les mecs, ils se braquaient 11 100 km aller, 1100 km retour, tous les 15 jours. Tous les 15 jours, j'avais le car de Mons devant mon bar. Et ça coûte de la monnaie. Alors, je veux bien que tu choisisses ton match, mais il y a des cons qui font le voyage et qui dépensent pognon fou. Et qui sont loin de gagner ce que tu gagnes toi. Voilà. C'est inadmissible. J'ai aucun respect pour ce genre de joueurs. Aucun. Non, mais l'année passée, c'était une aventure. Et tu sais, que, comme on dit, quand tu mets le bras, tu mets l'épaule, le corps et tout le monde, tout va bien. Et ils étaient sur régime, je veux dire, quoi. Ils étaient tous, à la limite, on me dirait, ouais, à ce moment-là, ils étaient dopés. Pourquoi pas? Mais je ne le crois pas. Mais enfin, bon, c'était arrivé dans un engrenage, mais c'était arrivé un peu tard, hein, parce que les 16e, les 8e et tout, on était 8000 au stade. Hein. Alors, qu'on arrête de me gonfler avec ce quart, cette demi-finale, parce que le reste du temps, eh ben, ils n'ont pas fait montre d'une pugnacité très forte. Voilà. Alors, mais le foot, c'est comme ça. C'est devenu un sport. En plus, il y a Marcourt qui est arrivé, je sais pas, je suis complètement désarçonné par rapport à ça parce que j'entends qu'il veut acheter le parc Chano et faire le village de l'OM. Il est en train de me gonfler en faisant ça parce que nous, à Marseille, c'est une ville qui n'est pas paupérisée, mais elle n'est pas riche. Il y a des commerçants qui vivent grâce à l'OM. Depuis des décennies et des décennies, les petits commerçants vivent grâce à l'OM, parce que quand il y a 50 000 personnes sur Marseille, obligatoire, ça fait marcher les petits commerces de proximité. Et faire un village de l'OM où tu tues tous les bars alentour, tous les petits camions de pizza que peu cher, ils font. Marcourt, tu n'es pas bon.
tu tues l'économie marseillaise. Et ceux qui cautionnent ça, je les accuse d'être complices de ceux qui tuent les petits commerces de proximité à Marseille. Parce que c'est trop facile, Marcourt, il a acheté l'OM, il va faire le village de l'OM, et après il peut vendre le club, il s'en bat les couilles. Il sait que quoi qu'il en soit, quoi que devienne le club, lui, il a son petit village qui travaillera. Et il aura tué tous les commerces de proximité. Inadmissible. Il faut y penser à ça. Moi, ça me tue les gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Moi, j'ai mon ami, là, Eric, il a le bar de l'Olympe, j'ai mes amis qui ont la brasserie du stade, le replay, c'est le Rabato pareil. C'est des bars, ils travaillent, quand il y a l'Olympique de Marseille, ils font bien leur taf, et tant mieux, parce que c'est pas évident en ce moment, le truc. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas beaucoup d'argent, les familles, eh bien, le mec, le premier budget qui coupe, c'est le bar. Quand il n'y a pas d'argent, tu ne vas pas continuer à aller au bar si ta famille ne peut pas manger. Donc, le premier truc que tu coupes, c'est le bar. Donc, tous ces petits commerces-là, qui vivent et qui survivent grâce à l'OM tous les 15 jours, il est inadmissible qu'il vienne un mec, l'américain, qui s'installe, le machin, le Pachano, je mets mon village de l'OM, ouais, mais tu es en train de tuer tout le monde. Et lui, il s'en fout parce qu'il est américain. Inadmissible. Et tous les élus, maires compris, qui cautionneront ce projet, ce sont des assassins des petits commerces, qui ne viennent pas après nous raconter qu'ils veulent sauver le centre-ville. Tu veux rien sauver du tout, tu veux sauver que parce que peut-être tu as des commissions, ou peut-être que j'ose pas espérer, penser à ça, mais ne te dis pas un élu du peuple si tu es en train de tuer ce peuple. Voilà. Ah, bon, il ne faut pas rigoler là-dessus. Je suis conscient de tout ce qui se passe, hein, et tu ne vas pas me faire avaler cette pilule de faire un village de l'OM qui va tuer le petit commerce, et après le maire dit « Ouais, il faut sauver le petit commerce ». Non, mais tu as accepté ça. C'est comme ça au moins, il se passe un truc à la bourse, il y a des mecs qui ont acheté ça, et notamment, je crois qu'il y a les cafés Henri Blanc dans le coup. Ils ont acheté à la bourse, là, tout ce qui est en bas, ils vont faire une super brasserie, pareil, immense, où il y aura tout. Ils vont tuer tout le monde autour. Et tout le monde est vent debout. La présidente du comité interne du quartier, tous ceux qui s'occupaient des commerces, tout ça. Mais qui c'est qui cautionne tout ça? Arrêtez de nous prendre pour des cons, les élus, de venir vent debout. Ouais, mais vous avez vu, mais toutes les décisions comme ça passe en conseil municipal. Tu as voté. Après, ne viens pas dire, oh non, oui, mais oui, ouais. Ne dis rien. Hypocrite que tu es. Espèce d'enfoiré. Je ne supporte pas tous ces hypocrites qui sont vent debout contre le projet alors que c'est eux qui l'ont voté. Ah oui, Larry Borsman, il a tout changé. D'abord, si on est là maintenant, c'est à cause de Larry Borsman. Hein. Larry Borsman, avant Larry Borsman, tu ne pouvais pas avoir plus de 3 étrangers dans chaque équipe. Ça fait que toutes les valeurs françaises étaient restées en France. On avait des bons clubs à l'époque. Parce que d'abord, si le championnat de France actuellement il est si paupérisé, c'est justement parce que tous les meilleurs joueurs français s'en vont. Et les seuls qui restent, ils sont au Paris Saint-Germain parce que c'est le Qatar, c'est un pays qui a acheté ce club. Un pays! Un pays a acheté un club. Mais il n'a pas acheté ce club parce qu'il bande pour Paris Saint-Germain, il s'en cagolosse. En attendant, ils ont acheté toutes les bijouteries de la place Vendôme, ils ont acheté des hôtels à Nice, à Cannes, ils sont en train de s'étendre dans tout Marseille et dans toute la France. Et cette espèce de Paris Saint-Germain, c'est la tête de gondole. Ah ben, c'est scandaleux. Un championnat de France actuellement, il est complètement mis sous les ténues. Il y a le Paris Saint-Germain et les 19 autres équipes. Et ça, c'est scandaleux. On ne se regarde plus. Quand on sait que, bon, alors, début du championnat, il y a déjà 2 matchs qu'on a 6 points de moins. C'est match aller, match retour.
Allez, quand Paris, on est mort. C'est normal, ça? Normal. Scandaleux. Le pognon pourrit tout. À plus maintenant, ils viennent acheter Sodexo pour mettre dans le capital, et Sodexo va financer. Ça fait que le fair play financier mis en place, ils vont les faire vendre, puisque Sodexo va réinjecter de l'argent là-dedans. Scandaleux. Marc Courte. Bientôt, on va voir les pom-pom girls sur le stade de Vélodrome, mais ce n'est pas la mentalité de Marseille, ça. Les pom-pom girls. À Marseille, c'est pas ça, c'est la foi, c'est la mentalité latine, chante-moi, tu vois, là, ça devient scandaleux. Autant compte que l'autre jour, il a mis, je ne sais pas pour quelle catégorie, là, crêpes et un verre de cidre. Par exemple, pour des cons. Une crêpe et un verre de cidre. Encore, tu remets un bout de pizza et un verre de rosé, ça va. Mais... Non, mais ça déconne, c'est n'importe quoi. On part à volo. En plus, il a mis ce président là, qui s'appelle Hérault. Il est gentil, hein, il est brave. Un jour, il m'a invité à déjeuner, lui, au début qu'il est arrivé. En novembre 2016, ça fait 2 mois qu'il était là. Il m'a invité à déjeuner à l'Intercontinental, là-bas. Là-bas, petite pièce, le mec avec la serviette, là, croissant, machin, puis bambou, les couilles, moi. Moi, je mangeais avec le Premier ministre, j'en ai parlé tout à l'heure, avec Pierre Monroy, je mangeais avec des gens extraordinaires. Pape Diouf, c'est mon ami, on se fait la bise. Dacier, Leclerc, je les ai tous connus. Tu n'es qu'un de plus pour moi. Tu m'invites à déjeuner. Eh bien, que tu crois que tu vas marcher? Et on parle, j'ai plus parlé moi que lui. Il me dit, qu'est-ce que vous voyez, l'avenir, le passé, est-ce que vous êtes un vieux supporter? Je dis, oui, voilà. Moi, je lui dis, on l'attend. En face de Géraud, j'aurais eu toi en face, c'était pareil pour moi. J'ai dit, ben voilà, si vous voulez que l'OM marche, lui, il faut le virer. Lui, gardez les biens, ils vont faire un match à baraque. Ils ont traversé toutes les tempêtes. Enfin, ça a duré 1h30, notre déjeuner. Puis ensemble, on se quitte, on fait la photo. Hein. 2 mois après, il virait les mecs que j'avais dit qu'il fallait garder, et il gardait tous les mecs que j'avais dit qu'il fallait virer. Comment tu veux que tu s'en sortir? Tu compares rien, tu viens de Disneyland, tu es Mickey, t'invites un vieux de la vieille comme moi qui te parle, et tu n'écoutes pas, tu me prends pour un con. Mais va te faire foutre. Tu vas me prendre comme moi, tu crois que parce que tu m'as invité à déjeuner, ça y est, je vais être un pro-héros jusqu'à la fin de mes jours. Non, mais tu es un fou. Mais c'est un fou. Avant d'inviter les gens, renseigne-toi, qui c'est lui? Et ils vont te dire, lui, c'est un barjou, ne compte pas te le mettre dans le chapeau, lui. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Lui, il t'invite à déjeuner. Bon, mais c'est mal dit. Je voudrais qu'on parle un peu comme vous êtes un vieux, du supporter, qu'on parle du passé, du présent, et pourquoi pas de l'avenir. Ah ben, si tu veux parler du présent et de l'avenir, on en parle. Et je lui parle, hein, du présent, du passé, de l'avenir. Il n'en a rien carré. Bah, allez, couilles. Hein. Mon ami, il est hors de question que j'entende mal parler de Bernard Tapie. Bernard Tapie, c'est un phénomène. Il était dans le vélo, il a fait des champions du monde, il a pris l'OM, il nous a fait champion d'Europe, mais très intelligent, très fort. Son malheur, il a mis les pieds en politique. Il a mis les pieds dans ce bordel, parce que c'est un bordel. En politique, c'est un bordel. Il y a les putains et il y a les maquereaux. La politique, je la pratique depuis 50 ans, et si je n'y suis plus, c'est parce que on n'a pas voulu que j'aille dans le sérail, parce que je n'étais pas d'accord avec les règles qui régulent la politique. Je suis contre ce qui régule la politique actuellement depuis toujours. Des enfoirés, des hypocrites, des menteurs, des bons à rien. Et si on est dans la merde maintenant, c'est parce qu'on a affaire qu'à des mecs que ce sont des bons à rien, ils ne regardent que leur intérêt propre. Voilà. Et j'en ai les preuves. Et j'en ai des preuves.
Et si quelqu'un, s'il écoute cette interview et qui veut m'attaquer, attaque-moi, papa, tu vas te contenter du voyage. Comme j'ai dit tout à l'heure, je peux faire comme Gabin, moi. Toi, 72 ans. Je les ai tous vus arriver, ceux qui sont actuellement, et les politiques qui sont un peu en haut à Marseille. Je les ai tous vus arriver. Je connais tout leur pédigré. Alors, dites-moi que c'est pas vrai, et je vais vous sortir les dossiers. Et croyez-moi, il va y avoir du bruit. Tapi actuellement à l'OM, il ne réussirait pas. D'abord, il n'aurait plus assez d'argent. À l'époque, il avait beaucoup d'argent, mais maintenant, ça ne suffirait pas. C'est exponentiel. Et tu te rends compte, lui est arrivé, je crois, avec 150 millions à l'époque. Quand tu vois que, enfin, quand tu vois que, ou 200, je sais pas quoi, quand tu vois qu'un joueur comme Neymar, qui achète 225 millions d'euros, tu es hors concours. Tu es hors concours. Et Tapi, toute la bonne volonté qu'il a, il aurait pas assez d'argent. Tapi était riche à l'époque. Mais tu ne peux pas lutter contre un pays. C'est le pays, le Qatar en plus, c'est pas le Mali qui a acheté les Parisiens, c'est le Qatar. Comment tu veux lutter contre un pays? Tu ne peux pas. En plus, moi, tu vois, ce que je reproche, et puis je trouve qu'on ne le met pas assez en exergue, ça, c'est cet argent sale du Qatar. Je m'étonne que personne n'en parle. Il doit y avoir tellement d'intérêt entre les deux pays que ceux qui sont en haut n'ont pas envie de foutre le doigt dans la main dans la confiture parce que l'argent du Qatar, c'est de l'argent sale. Il finance le terrorisme, il finance plein de trucs. C'est un argent sale. Et le Paris Saint-Germain est financé par un argent sale qui tue des gens. On est potes. Oui, on est un pote. Il est un peu polémiste, mais oui, moi j'aime bien. On a eu l'occasion de se choper par vidéo, à travers des vidéos, mais finalement on s'aime bien. Et l'autre jour, il a sorti des vidéos, je suis d'accord avec lui, enfin ça s'est passé à la plaisanterie. Voilà, il m'a promis que la prochaine fois qu'il est sur Marseille, il m'appelle, on mange un morceau ensemble, et à la limite on va faire un minute. J'aime bien, je préfère un Didier Roustan que certains autres. D'hypocrites, des salopards qui sont anti-OM, pro-PSG parce que ça leur fait gagner de l'argent. Mais c'est vraiment Didier Roustan. Hein. Pierre Ménès, c'est un mec j'ai détesté que des gens se moquent de son physique. Et un jour, je l'ai défendu. C'est interdit d'attaquer quelqu'un sur son physique. C'est pire que le racisme, ça. Ça fait partie du racisme. Quand on parle de racisme, on ne parle pas de la couleur de la peau ou si ou là, on parle de tout. Je le défends et tout. Un jour, il m'attaque ce con. Je fais un truc comme ça, publiquement. Et moi, je lui réponds. Et un message privé, il me dit, ça va, René, excusez-moi, mais moi, que je m'en fous, je cache rien. Je fais un copier-coller de ses réponses en privé et je les mets publiques. Moi, tu ne t'amuses pas. Il a mal pris. Il m'a dit, bravo pour la, comment on dit, la neutralité, on fait quoi, la complicité, enfin, ou, je sais pas quoi. J'ai dit, mais attends, tu m'attaques publiquement, après tu me, un message privé, tu t'excuses chez là, eh ben, je copie et je colle. Voilà, moi je suis comme ça. Ne t'amuse pas avec moi. Ne t'amuse pas, tu peux être qui tu veux. Tu t'amuses pas avec moi, la vérité sort. Je suis un guerrier. Voilà, et il a mal pris, hein. Il a mal pris. Alors que si tu vois les tweets, les messages privés sur tweet, tu vois comme il était gentil et tout, alors qu'il m'avait fracassé publiquement. J'ai dit, à moi, tu m'en fais. Je copie-colle tous les messages privés, je le fous public.
il a mal pris. Tu me prends mon money. Oh, Fada, que tu vas à la foire, j'en reviens. Je vais te dire, ma folie, je suis toute la journée sur les documents animaliers. Voilà. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Je suis toujours sur les documents animaliers sur France 5. Ah, tu me vois, je me mets à 11h moins le quart. Tous les jours, il y a une émission pendant 1 heure sur Ushuaïa, National Geographic, tout ça. Je regarde partout. Il y a des documents animaliers, je vais dessus. Je suis un défenseur des animaux. Je ne supporte pas quand on martyrise les animaux. Tu n'as pas à avoir des animaux si tu les mets les choses. C'est cause qu'il y en a qui vont me dire, il y a d'autres choses à défendre que les animaux. Oui, mais entre autres, il y a les animaux. Moi, mon plus grand combat, c'est les enfants, l'enfance. Je faisais partie d'une association qui s'appelait les causes de l'enfance. Et c'était surtout eux, les enfants maltraités, battus, tout ça. J'avais le bar, et eux, moi, ce que j'aimais bien chez cette association, ils ne te demandaient pas des sous. Ils te vendaient. Et à l'époque, ils vendaient des sacs poubelles. J'avais le bar, je leur achetais 3000 sacs poubelles par an. J'en faisais au cadeau, que j'en fous, moi, 3000 sacs poubelles. J'en faisais au cadeau aux voisins, à la famille, mais je m'en fous. Et je donnais l'argent volontiers, les causes de l'enfance. Et dans mon bar, à l'entrée, il y avait le grand panneau, les droits de l'enfance. C'est mon combat perpétuel. Voilà, tout ça pour en revenir aux animaux, lui aussi. Mais si on me dit de choisir, bien sûr, moi c'est l'enfance. Mais je trouve que c'est indissociable. L'enfance, les animaux, c'est des êtres humains, c'est des êtres vivants, les animaux. Et quand je vois ce qui se passe, les animaux, les mecs qui payent pour les tuer les lions, et couper les éléphants à l'autre, en disant que ça te fait bander, tu coupes les machines du rhinocéros, mais arrêtez, les gars, arrêtez, vous êtes en train de tuer la planète. C'est une chaîne, la planète, c'est une chaîne alimentaire. Lui, il a besoin de lui, il a besoin de lui. Si au milieu, tu coupes des maillons, c'est fini. Voilà, je veux dire. Et puis, à force de couper des maillons, c'est le nôtre qui va te couper les maillons. Moi, je parle le cas des abeilles maintenant. C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Les abeilles, les bourdons, les papillons, tout ce qui pollinisent les choses, c'est un truc qui m'interpelle vraiment. Et quand je vois que par rapport à des gros lobbies financiers, du glyphosate, tout ça, qu'on n'en a rien à carrer, même ce con de Macron, je le dis bien, ce con de Macron, et à Bruxelles, il ne nous défend pas, il décide, oui, d'accord, on va retarder un peu l'interdiction du glyphosate, tu es un assassin. Macron et tous ceux qui défendent cette position, vous êtes des assassins. De Trump, n'en parlons pas. Je préfère pas en parler. Dans mon pays, je n'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants, je n'en parle pas. Mais dans mon pays, je peux en parler. Macron et tous les politiques français qui ne défendent pas la position de l'interdiction du glyphosate à Bruxelles, parce que Bruxelles, c'est eux qui font l'Europe et qui décident, je ne supporte pas d'être tributaire de l'Europe. Et ceux qui n'ont pas les couilles de défendre la position des Français par rapport à nos agriculteurs, eh bien, c'est des sans-couilles. Vous ne méritez pas votre mandat. Vous êtes des sans-couilles. Voilà. Écoute-moi, alors là, ça n'a rien à voir. Parce que les animaux qui sont élevés pour l'abattage pour nous nourrir, pourquoi pas, mais c'est le traitement de ces animaux déjà. Et d'un, parce que déjà, l'animal, il va te nourrir. Tu n'as pas à le maltraiter comme ils font des fois dans les choses. Tu le prends, le pâte, la vache, le cheval, tout ça, c'est interdit. Elles doivent être élevées dans des conditions maximales. Ces animaux-là doivent être dans des conditions maximales. Et là, je vais aborder un sujet qui va peut-être choquer les gens. La vie, la nourriture. Il y a des races d'animaux qui sont exponentielles. Chez nous, les sangliers. Je ne comprendrai jamais qu'on ne décide pas des grosses battues
pour tuer ces sangliers et donner à manger aux pauvres. Ah non, mais c'est pas que j'accepte, maintenant j'accepte de le dire, je n'ai jamais voulu aller dans une émission enregistrée. Je n'ai toujours voulu que faire du direct. Parce que moi, ça paraît être prétentieux ce que je dis, peut-être, je m'en fous, mais quand on m'invite à Paris, la star c'est moi, c'est pas celui qui m'invite. Moi, quand j'invite quelqu'un à la maison, je ne fais pas le Mario, alors assieds-toi là, tu ça. Non, je le reçois bien, c'est mon hôte, je fais tout pour lui faire plaisir. Et quand je vais sur un plateau télé, je l'ai toujours dit, moi sur un plateau télé, je suis aussi à l'aise qu'au comptoir du bar, parce que je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à vendre, comme certains qui vont là-bas parce qu'ils ont un livre, un disque, un film, ils sont là, ils avalent toutes les couleurs qu'on leur dit, pourvu qu'on parle de leur film, de leur livre ou de leur disque. Moi, j'ai rien à vendre. Tu m'invites sur un plateau télé, sache que je n'ai aucune retenue. Comme je te dis, la star, c'est moi, c'est pas le mec qui m'invite. Et moi, je suis allé chez Fogiel une fois, je suis allé 2 fois chez Ruquier, je suis allé chez Coé, 3 fois le Grand Journal, 2 fois le Grand Journal, 3 fois Hanouna, même Thalassa j'ai fait. Je vais te dire, les animateurs, c'est des super mecs. Il n'y a que Fogiel que je n'ai pas trop aimé. Les autres, c'est des super mecs. Et quand les mecs les critiquent, comme je dis à tout le monde, il y en a, quand je fais ma minute, moi, il y en a qui me critiquent ma minute, et ça fait 8 ans que je fais la minute, et tu as toujours les mêmes qui critiquent. Et les mecs leur disent, mais pourquoi tu critiques la minute de René, ne la regarde plus. Eh bien, les émissions comme ça, c'est pareil. Les mecs, ils critiquent Cyril Hanouna. Moi, c'est devenu un pote, Cyril Hanouna. Tout le monde le critique. Mais tu le critiques pourquoi? Parce que tu regardes l'émission. Eh bien oui. Eh bien, pourquoi tu regardes l'émission parce que ça ne te plaît pas? Pourquoi tu regardes l'émission si ça ne te plaît pas? Ne la regarde plus, mais arrête de critiquer. Voilà. Bon, il y a des trucs que je n'aime pas à la télé, il y a des... plus belle la vie. Voilà. S'il y a un truc qui me gonfle, c'est plus belle la vie. C'est dans Marseille, mais tu n'as pas un seul Marseillais, tu as que des... Puis alors ça aborde, ça m'énerve, ça... Je ne supporte pas plus belle la vie. J'ai regardé les 2 premiers épisodes, et un jour, parce que quand j'avais le bar, il y avait la rue Maisonneuve, j'étais là, et il y avait le parking. En face, et ma voiture, dans le film, on voit ma voiture. J'ai vraiment... Voilà. J'ai vu 3 épisodes de Plus belle la vie. Je n'en regarderai plus jamais un. Mais je ne critique pas. Tu as vu Plus belle la vie? Non, je n'ai pas vu. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Et moi, ça ne me plaît pas, je ne regarde pas. Ouais, tu as vu, c'est con. Mais pourquoi tu regardes? Voilà. Hanouna, ce mec, c'est l'émission la plus regardée du PAF. En deuxième, il paraît qu'il vient à faire un conclu de ma pote Sophie Davant, que j'adore. Moi, il y a 2 femmes à la télé que j'adore, que j'aimerais rencontrer, je ne les ai jamais rencontrées. C'est Sophie Davant et Venue de Delia, celle qui fait la météo. C'est des fantasmes. Mais bien pour dire, voilà. Mais le mec, il fait le buzz, il se gave avec son émission en la faisant comme il l'a fait. Eh bien, il continue, il a raison, il serait bien con. Mais si ça ne vous plaît pas, vous ne regardez pas. Voilà. Je suis un fou de cette période. Du 8-9e siècle au dernier roi de France. D'abord, je me suis fait une côte de maille. J'ai mis 5 ans, parce que je l'ai fait à temps perdu, bien sûr. Et une fois que je l'ai sur moi, avec l'épée et tout, elle fait 35 kilos. Et je fais des défilés médiévaux. C'est fabuleux. Cette histoire, c'est fabuleux. C'est ce qu'a fait l'histoire de France. Un jour, il y en a un qui a dit, il a fallu 200 ou 300 rois pour faire la France. C'est en République que l'on tué. Eh bien, ils ont raison. Bon, je ne suis pas un royaliste, bien sûr. Mais je veux dire par là, cette France, elle a été faite par des guerres successives de rois, ce Moyen-Âge, la guerre de 100 ans, les gens crevaient de faim, ça, et puis on retourne, ça. On est arrivé quand même à la France, c'est pas Macron qui a fait la France aujourd'hui. C'est jusqu'à la Révolution, qui a été une belle chose.
chose, mais enfin, quand il y a eu la Révolution, le principal était fait. Après, ça va choquer les gens, parce que j'ai dit ça par rapport à mes positions politiques, mais la France, tu parles aux gens de maintenant, le mec il est né en 2000, tu lui dis, tu as entendu parler de Scoblar? Ah non, il n'était pas né, comme je dis, tu as entendu parler de Jules César, de Napoléon, et pourtant tu n'étais pas né. Les gens ne s'intéressent pas trop à l'histoire de France, c'est dommage, parce qu'elle est extraordinaire. C'est une source de plaisir, de bien-être, c'est de savoir. Mais alors, c'est extraordinaire. L'histoire de France, j'adore. Les Cathares, c'est-à-dire la révolte des Albigeois, tu vois, je veux dire, le fait est, c'est qu'à l'époque, enfin, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais je veux dire, à l'époque, il y avait le pouvoir, là, c'était Charles Lebel, comment il s'appelle, Philippe Lebel. Il y avait le pape, là, Innocent III, et il y avait les hérétiques, c'était les mecs qui, après avoir lu les évangiles, partaient du principe que celui qui avait raison, c'était Saint Jean. L'évangile, parce que Saint Jean dit qu'il n'y a pas que Dieu, il y en a deux, le Dieu du mal et le Dieu du bien. Mais le Dieu du mal est beaucoup plus fort sur terre que le Dieu du bien. Et ça a crispé les religieux orthodoxes, quoi. Et c'est là qu'est partie la croisade contre les hérétiques. Ils appelaient ça les hérétiques. Et en fait, cette espèce de chose, parce que les mecs, ils comprennent rien. Actuellement, les francs-maçons, ils viennent de cette science. Et ça, j'ai des livres que j'ai dévorés sur les hérétiques, sur les parfaits, les cathares. C'est merveilleux. Je connais tous les châteaux cathares, je connais toute l'histoire. C'est un truc qui me sublime. Quand je suis emmerdé, je prends un livre et je lis sur les cathares. Et je lis l'histoire de France en général. Les Templiers, il n'y a pas que les gens, il y a les Templiers, il y a tout ça. Cette histoire-là, notamment jusqu'à Louis XVI, parce qu'après, bon, c'est une passion. Voilà. Putain, là, tu me fais penser à un truc. C'est vrai que tu vois, heureusement que tu poses des questions, ça me fait penser à des choses. Quand j'avais 17 ans, je chantais et j'avais 2 octaves et demie dans la voix. Je prenais des cours de chant et tout. Et à l'époque, il y avait des radios crochets organisés par Radio Monte-Carlo. Et un jour, j'étais allé à Martigues, j'avais chanté Toi de Alain Marière à l'époque. Et en même temps, il y avait un autre groupe qui s'appelait les Carimènes, parce qu'ils étaient de Carry, les jeunes. Ils avaient chanté et tout, mais en dehors. Et puis à la fin, ils étaient venus me voir, ils me disent putain, tu veux pas être le chanteur de notre groupe? J'ai dit si vous voulez. Mais moi, j'habitais à Château-Gombert et j'allais toujours au Savoie Ciné, là où j'ai connu ma petite femme, chérie. Et le patron, à l'époque, il faisait venir des chanteurs de l'époque. Il était venu ici, Vartan, Mamoum. Et un jour, il fait venir Nino Ferrer. Et moi, je lui dis, putain, viens avec mon groupe, je veux pas. Mais oh, allez, viens. Et j'ai fait la première du spectacle de Nino Ferrer à 17 ans et demi, 18 ans. J'ai chanté avec Nino Ferrer, avec mon groupe qui s'appelait les Carimènes. Et ma femme, elle n'avait pas voulu venir. Elle a été jalouse. Elle n'y est pas, les filles, même. Elle n'était pas venue. Bon, après, on a fait quelques trucs. Puis après, moi, du coup, après, je me suis marié, on s'est éloigné. J'avais trop de choses à foutre que ça. Et j'ai continué, puis boum. Mais j'ai toujours aimé la musique. J'ai, à la maison, pas à Marseille, j'ai 12 045 tours vinyles. Mais ça part de la musique baroque, à la musique classique, à la musique romantique, après le yéyé, et ça va jusqu'au dernier rappeur de Faflarage, tu vois. J'ai 12 045 tours et j'en suis à 6 000 CD. Toute musique confondue. J'adore la musique. Voilà. Et Eddie Mitchell a chanté un jour une chanson, Un monde de sa musique.
Mais je ne vois pas comment on peut faire. Moi, je rentre dans la boîte, bon, musique. Je reviens, bon, musique. Je ne peux pas. La musique, c'est quelque chose qui. Voilà. J'ai horreur maintenant de la musique de maintenant, des jeunes de maintenant qui n'écoutent que du rap, notamment quand j'écoute. J'ai une radio qui s'appelle Skyrock, que je ne supporte pas, avec ces rappeurs qui poussent à l'extrême des trucs, la femme, qui la ridiculise la femme, qui la salisse même dans la chanson et tout. J'arrive pas à comprendre que cette putain de musique malheureusement est une emprise sur les jeunes. Moi, à mon époque, j'écoutais autant Aznavour que Mireille Mathieu, que Johnny Hallyday, que Eddie Mitchell, que Dick Rivers, que Frank Michael, je veux dire, voilà, je veux dire, tu avais toutes sortes de musique, il y en avait pour tous les goûts. Ben, c'est-à-dire que les Stones, moi je suis de 47, donc en 65 j'avais 15-16 ans, 17 ans. Et cette musique nouvelle, ça m'a... Putain, mais ça te transcende, tu vois. Moi, à la maison, j'écoutais toute musique. Mon père, à l'époque, il avait la radio, il mettait la musique. Bon, j'écoutais la musique, mais j'adorais. Rien que d'entendre la musique. Je savais même pas les trois qualités qu'il y avait là-dedans, parce que bon, tu fais quelque chose, un poste, c'est pas comme une télé. Et quand il est sorti les Beatles, et là, quand il est sorti les Rolling Stones, cette espèce de truc marginal, tu sais, voyou, blouson noir à l'époque, je suis tombé sous le charme. Je n'ai plus jamais aimé les Beatles. Je suis allé les voir la première fois qu'ils sont venus, les Rolling Stones, à Salle-Vallier, en 66, quand il s'est pris une bâton de chaise à la tronche chez Mick Jagger. À l'époque, ils n'avaient pas trop l'habitude. À la Salle-Vallier, ils nous avaient mis des chaises, il faut le vivre. Non, mais j'y pense maintenant, parce qu'à l'époque, pour moi, j'arrivais, j'avais 17 ans, je rentre, il y a des chats. Tu vas dire, tu vas t'asseoir. Mais enfin, quand il y a la route, il commence, et tu restes assis de où? Tu restes assis, tu restes pas assis. Quand le concert a fini, enfin, ils l'ont arrêté parce que l'autre s'est pris le bâton dans la tête, il y avait un monceau de bois au milieu de la salle Vallier. J'étais subjugué. J'ai jamais plus quitté le Rolling Stone. Et là, la dernière fois qu'ils sont venus au stade de Vélodrome, je suis encore allé les voir. Je ne les avais jamais plus vus entre-temps. Je n'avais pas le temps. Tu les voyais, tous les mecs qui dansaient, bim, bam, boum. Moi, j'étais comme ça. Je les regardais comme si je regardais le bon Dieu. Il dansait, 74 ans, le Mick Jagger, un kangourou. Le batteur, 116 ans, tu le voyais aussi. Je regardais ces gens-là comme si je regardais des personnes irréelles. Je suis un fou de Mick Jagger. J'adorais Johnny Hallyday, mais moi, bon, quand il est mort Johnny Hallyday, c'est con, mais quand il mourra Mick Jagger, là, j'aurais perdu vraiment un pan pas de ma vie, mais de ma jeunesse. Il y a un pan de ma jeunesse qui va tomber. Le jour où Mick Jagger va partir. Les Doors. Alors, les Doors, c'est une autre chose. Les Doors, à l'époque, bon, j'avais 17 ans, 18 ans, et j'étais avec ma petite fiancée, Annie, mais elle ne sortait jamais. Moi, à temps, moi, c'est des cavales avec les collègues. Je me rappelle un jour, on était allé dans une boîte du côté de Saint-Loup, je ne sais pas où. On rentre dans cette boîte, et j'entends une putain de musique. Gloria. Gloria. Ah, là, là. Putain, je joue au mec, il dit, qui c'est? Il me dit, c'est les Doors. Les Doors? Pareil. Je les ai écoutés après, je suis arrivé, j'ai acheté des disques, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube, tout ça. J'ai acheté des disques, et bien les Doors, c'était vraiment particulier aussi, tu vois, je veux dire. Voilà, moi, les Stones et les Doors. Après, oui, il y a eu ACDC, les Sina, plein. Je les écoutais volontiers, je veux dire. Mais si on m'avait dit, voilà, dorénavant, tu n'écouteras que deux groupes, j'aurais dit les Rolling Stones et après les Doors.
Voilà, basta. Je suis un peu trop casse-couille. Disons que je le reconnais, je sens que ma personnalité a écrasé un peu tout. Voilà. Et j'adore mes enfants, n'en parlons pas. Et je suis pour les causes de l'enfance parce que moi, à mes enfants, tu sais, à l'époque, je ne sais pas si on me dit encore cette expression, la pâte au cul, tu sais. Allez, oh! Je ne sais pas ce que c'est de mettre la pâte au cul à mes enfants. Je ne me souviens pas avoir dit un jour à mes enfants, allez, oh, bouge-toi. Je ne l'ai jamais, j'ai jamais levé la main sur mes enfants. Je crois que c'est un crime. Mes petits-enfants n'en parlent pas. N'en parlent même pas. J'adore les enfants. Mes enfants, maintenant, ils ont 49, 50 et 51 ans, mais moi, pour moi, c'est des minots. J'arrive chez moi, ils ont téléphoné, les enfants, et ils disent pas Christophe, c'en est Muriel, non, ils ont téléphoné, les enfants. C'est mes enfants. Pour moi, ça reste mes enfants. Quand ils rentrent, je leur donne le conseil. Oh, papi, oh, papa, il me dit, on a 50 ans. Mais je sais, mais on m'en bat les couilles que tu as 50 ans. Je te le dis. Voilà. Mes petits-enfants n'en parlent pas. En plus, les gens de mes temps, mon petit-fils, j'ai une petite fille qui a 28 ans quand même, une beauté, une bombe, mais d'une gentillesse. Tu te rends compte que, ça va choquer certains, là. Tu te rends compte que j'ai une petite fille qui a 28 ans, une merveille, une star. Mais des fois, elle appelle à la maison, elle me dit, papi, ouais, tu es à la maison? Ouais, ouais. Il y a mamie? Ouais. Ah ben, je vais manger chez vous. Mais viens, Barbara, j'appelle ma princesse. Je dis, viens manger, ma princesse. J'appelle ma princesse. Quand elle est née, c'était la première en plus. Elle a été pourrie. J'ai appelé ma princesse. Et après, j'ai dit, si un jour maman elle a une autre fille, ben toi tu seras ma reine. Et puis en fait, elle a eu un garçon. J'ai qu'une seule petite fille et 4 petits-fils. Mon petit-fils a 17 ans, lui, c'est tout. On dirait qu'il est né en 2001, on dirait que le monde a été créé en 2001. Voilà, le monde a été créé en 2001. Ce qui s'est passé en 2001, ça n'existe pas. Voilà, papy, tu es un vieux con. Voilà, le monde a été créé en 2001, pour les gens de maintenant. Il a été créé quand ils sont nés, eux, quoi. Alors des fois, ça fait des drôles de discussions, mais après, ça retombe vite parce que je les aime tellement, c'est bon. C'est ma vie, hein. De toute façon, je veux dire, on a parlé de tout, mais s'il y a une seule chose que je peux tout lâcher, mais la famille, c'est interdit. Voilà, la famille, c'est la famille. Je suis le plus vieux, j'espère crever le premier. Ma plus grosse hantise, c'est que je vois un de mes enfants partir avant moi, ou de mes petits-enfants. C'est ma hantise. J'espère que non. Sinon, je crois que je m'en vais en l'air.